les podcasts Web Girondins. Bonsoir Luc. Bonsoir, cette fois c'est bon, je vous entends. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes Luc Davaillon, entraîneur du Stade Poitvin. Vous êtes un jeune entraîneur. Hein. Je vous présente en quelques mots à nos spectateurs. Hein. Vous avez 45 ans. Vous étiez à Guéret auparavant, 17 saisons à Guéret. Et il y a 2 ans, 1 an et demi, vous êtes allé au Stade Poitvin en N3. Et pour votre première saison, vous êtes monté en National 2. Et aujourd'hui, vous êtes en National 2 avec le Stade Poitvin. Et vous êtes 5e du classement. Comment vous abordez la réception de Bordeaux ce samedi dans votre stade ? Du coup, ce qui est particulier pour nous, c'est qu'on n'a pas joué depuis le 20 décembre. Donc du coup, au-delà de la réception de Bordeaux, nous, c'est avant tout se lancer correctement dans cette deuxième partie de saison. Donc on a subi le report du match ce week-end, le week-end précédent. Donc on estimait être prêt. Maintenant, on a essayé de travailler de notre côté athlétiquement, surtout pour bénéficier de ce temps supplémentaire et puis essayer d'être le plus prêt possible pour cette deuxième partie de saison. Comment on peut expliquer que il y a 2 promus, hein, Locminé et vous êtes dans les premières places. Comment vous expliquez votre bon début de saison ? Je sais pas. Après Locminé en l'occurrence, j'ai pas trop suivi, donc je peux pas vous dire. Mais effectivement, ils font un très bon début de saison. Ils nous sont passés devant d'ailleurs ce week-end. Nous, en l'occurrence, on a très peu bougé en termes d'effectifs suite à la saison passée, notre montée. Donc c'est peut-être un lien de cause à effet par rapport au fait qu'on était dans la stabilité et puis on a gardé nos principes de jeu et ça a plutôt payé jusqu'à maintenant, même si on a eu des débuts très difficiles, notamment à domicile. On a eu du mal à gagner notre premier match à domicile. Et une fois que ça a été fait, ça s'est équilibré parce qu'on a fait des bonnes performances à l'extérieur. Donc une fois que ça a été fait de gagner notre premier match à domicile, on a acquis un classement qui était plutôt intéressant à la trêve. Est-ce qu'il n'y a pas eu un déclic justement sur la série des matchs contre Saint-Privé et Saint-Malo où j'ai l'impression que c'est là que ça a basculé pour vous? Peut-être que vous êtes dit à ce moment-là, parce que vous avez gagné contre Saint-Privé 1-0, la surprise un peu générale, et vous avez tenu tête à Saint-Malo, vous avez perdu la dernière minute si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où vous vous êtes dit, finalement, on est peut-être au niveau, on est peut-être capable de faire vraiment quelque chose d'intéressant à N2, justement? Depuis le début de la saison, on faisait des matchs plutôt cohérents, des performances plutôt cohérentes, et puis sur des événements de match, sur des faits de jeu, on a concédé des points vraiment bêtes. Le match contre vous en est l'illustration, hein, de perdre des points à la dernière minute sur un but du gardien. C'était assez folklorique. Au final, c'est qu'on l'a sans doute mérité. Et du coup, on a perdu pas mal de points comme ça. Donc le fait est que se rassurer à l'extérieur et gagner des matchs à l'extérieur, c'est ce qui nous a permis de redresser la barre. Donc il y a eu ce match à Saint-Privé, mais il y a aussi surtout eu ce match après la Coupe de France à Saint-Brieuc, où on a gagné à la dernière minute à Saint-Brieuc. On a enchaîné sur une victoire aussi aux Herbiers, des équipes qui faisaient un bon début de championnat. Donc c'est plutôt ce qui nous a rassurés pour nous permettre de nous remettre dans le coup et gagner des matchs à domicile ensuite. Justement, Luc, je me demandais, moi, quand on n'a pas joué depuis aussi longtemps, on sent que cette saison, vous êtes un petit peu sur la dynamique de la saison dernière, une équipe qui marque beaucoup, une équipe qui fait peur un petit peu aux adversaires parce que justement, elle lâche rien sur le terrain. Est-ce qu'une coupure comme ça d'un mois, reprendre un match aussi prestigieux entre guillemets, vous comprenez, contre les Girondins, est-ce que il y a quelques doutes, vous le sentez au sein de l'effectif? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le fait est qu'effectivement, à part cette incertitude sur notre niveau de jeu dès le début, mais on a fait un match amical contre Orléans début janvier, premier week-end de janvier, où ça a été plutôt cohérent. En 1 heure de jeu contre leurs titulaires, avec nos titulaires, on a fait 1 partout. Donc, pour une équipe qui joue la montée en Ligue 2, contre une équipe qui joue la montée en Ligue 2, c'était plutôt pas mal, alors qu'on sortait de 10 jours de coupure. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça nous a permis de travailler athlétiquement, ce qui n'aurait pas forcément été le cas si on avait enchaîné sur 2 matchs de championnat. Et la logique veut dans ces situations-là qu'on on laisse, il y a tendance que l'équipe qui a joué les 2 derniers week-ends ait plus de rythme. Par contre, l'équipe qui n'a pas joué les 2 derniers week-ends a un petit peu plus de fraîcheur en fin de match. Donc on verra comment ça se passera samedi soir. Gino, une question pour Oui, le coach. Luc, on imagine bien que vous regardez ce qui se passe chez les Girondins de Bordeaux pour préparer au mieux cette rencontre. Vous avez vu comme nous la blessure d'Andy Carroll. Quel est votre
quel est votre ressenti de coach sur ce que peut adopter Bruno Verles pour samedi, justement, dans l'aspect... Je vous ai écouté un petit peu tout à l'heure. Je vous ai écouté un petit peu débattre. Il y a deux options. Hein. C'est soit il remet un deuxième attaquant avec c'est Mergi, je crois, c'est ça. Soit il remet un deuxième attaquant, soit il opte pour l'option sur laquelle il a opté en fin de match, en rajoutant un milieu offensif pour épauler Mergi. Donc il y a ces deux options-là. Moi, c'est pas de la langue de bois quand je vous dis qu'on est plus focus sur notre équipe. Hein. Quand on n'a pas joué depuis un mois, je pense que ce serait une erreur de se focaliser sur comment va jouer l'adversaire. On a l'ossature de base. Je crois que vous l'avez dit. Il va pas. Je pense pas qu'il change toute l'équipe suite à la blessure d'Andy Carroll. On a l'ossature de base. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est comment on va être capable de faire un bon match et une belle performance samedi soir. Est-ce que vous avez quand même choisi qui vous allez mettre au marquage sur Lassana Diabaté? J'ai eu une petite blague avec mon gardien de but ce soir à l'entraînement où je lui ai dit qu'il fallait faire attention parce qu'il était au spécifique attaquant toute la semaine, le gardien de but de chez vous. Mais non, mais ça fait partie des événements du début de saison. Ce match-là, on aurait dû, à mon sens, le tuer bien avant. On a manqué de rythme, d'efficacité, et puis on n'a surtout pas été performant à 1-0 pour marquer le deuxième, malheureusement. Et ce qui devait arriver arriva, même si on aurait préféré prendre un but autrement. Et justement, Luc, je me permets, vous aviez vu entre guillemets l'équipe sortir de l'œuf là contre vous au tout début de saison. Je parle des Girondins. Hein. Quand vous voyez les matchs aujourd'hui, vous sentez, la différence, bien sûr, elle est visible, mais qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans le changement et dans l'équipe de National 2 qu'elle est devenue? Alors, la seule chose qui peut impressionner, c'est Andy Carroll qui fait des contrôles de la poitrine là où d'autres joueurs sont obligés de mettre la tête. Mais sinon, à part ça, c'est une belle équipe effectivement. Mais sur les derniers matchs, le jeu de l'équipe de Bordeaux a été beaucoup axé sur la présence d'Andy Carroll. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe ce samedi soir. Mais vraiment, le jeu vous regardez plus les matchs que moi de Bordeaux, hein. Mais le jeu de l'équipe est hyper axé sur la présence d'Andy Carroll. Donc effectivement, par rapport au premier match où on a joué contre vous, beaucoup de choses ont changé. Bien sûr. Oui, c'est pas les mêmes joueurs, hein, quasiment. Il y a beaucoup de joueurs qui n'y sont plus là. Joe, tu as une question pour le coach? Non, on parlait un petit peu des styles de jeu de Bordeaux. J'ai envie de parler un petit peu de la façon de jouer du Stade Poitvin, de ce que j'ai pu voir. En tout cas, sur les matchs que j'ai pu entrevoir, c'est quand même une équipe qui essaie quand même d'être assez solide, qui joue plutôt en transition et ce qui semble plutôt efficace parce que je crois que vous êtes la troisième attaque, si je dis pas de bêtises, quand même du groupe. Donc on sent qu'il y a quand même un jeu direct en transition qui peut faire mal à l'adversaire et qui peut nous faire mal parce qu'on voit très bien qu'effectivement face à ces équipes-là qui sont sur une défense assez solide, qui jouent en transition, on n'est pas forcément à l'aise. Maintenant, ce que j'ai repéré aussi chez vous, qui peut être peut-être une faiblesse de votre côté, j'ai remarqué que effectivement vous avez un bloc assez bas parce que vous avez une défense qui n'est pas toute jeune, une défense centrale notamment. Et je me dis que dans le dos, il y a peut-être des possibilités. Alors, est-ce que c'est à la base, on va dire un schéma de jeu plutôt axé pour contrer vos faiblesses ou plutôt pour se dire en transition, on est meilleur, c'est là qu'on est meilleur en attaque? Quelle était la base en fait de cette idée-là pour vous? Alors le fait est qu'effectivement on a beaucoup travaillé les transitions l'an passé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a été la meilleure attaque de National 3. Cette année, au final, on a marqué à tous les matchs sauf sur le 0-0 contre Locminé. Donc on est plutôt content de ce qu'on est capable de faire offensivement. Après on s'appuie sur une solide défense parce que mes défenseurs centraux ont un peu d'âge, mais ils ont montré lors des performances à l'extérieur où on a ramené la victoire de grande qualité, et c'est aussi grâce à ça qu'on se positionne à cette place-là aujourd'hui. Donc on essaye de jouer avec les deux, même s'il y a quelque chose de plutôt logique dans le foot, hein. Plus on est proche de son but, plus on risque de concéder des occasions, concéder des situations. Donc nous, notre objectif, c'est pas de rester assis devant notre surface. Moi, j'ai plutôt tendance
à dire à mes joueurs que la plus grande des forces, c'est de s'adapter à toutes les situations. Voilà, donc on essaye de s'adapter à toutes les situations. On a été capable de marquer sur des attaques placées, on a été capable de marquer sur des phases de transition rapides. Voilà, et donc du coup, on savait aussi s'il y avait eu la présence d'Andy Carroll contre Bordeaux, que on avait plutôt tendance à vouloir être loin de notre but parce que c'est vraiment un joueur qui est très performant dans la surface de réparation. Mais les choses vont peut-être changer par rapport à ce qui s'est produit ce week-end. Conan, qui s'occupe du chat, avait une question pour vous. Alors, il a une casquette parce qu'il est surnommé le capitaine. Voilà. Donc, c'est lui qui pilote le chat. En fait, ma question a été un peu, on y a un peu répondu. Il y en a qui m'ont un peu piqué aussi un peu les idées de mes collègues. On a fait un peu dessus. Au final, vous avez répondu juste avant. Je voulais savoir si justement, en fait, vous aviez préparé à l'avance des entraînements, comme on fait d'autres clubs d'ailleurs, avec une technique anti-Carroll, et qu'au final, vous changez tous vos plans totalement. Enfin, vous allez changer tous vos plans totalement pour la semaine d'entraînement qui va venir, ou est-ce que vous allez rester sur cette même idée en vous disant que il y aura peut-être quelqu'un d'autre à couvrir qui est aussi dangereux que vous voyez dans l'équipe? Là, le fait est que vous avez plus d'informations que moi sur le fait que le joueur qui vient d'arriver là soit qualifié ou pas. Donc je sais pas, on verra bien. Je crois que c'est un joueur qui est plutôt athlétique, c'est ça, qui fait 1m95. 95. Ouais. Voilà, c'est ça. On ne sait pas s'il n'est pas qualifié. Tiens, jusque-là, j'étais bon. Donc non, on n'avait pas fait spécialement d'entraînement Andy Carroll. Il y avait une ou deux options qui étaient préparées sur les coups de pied arrêtés. Mais je vous le dis, c'est vraiment pas de la langue de bois quand je vous dis qu'on est axé uniquement sur notre performance. Parce que quand on n'a pas joué depuis un mois, je pense que ce serait vraiment une erreur de se focaliser sur l'adversaire, alors que nous, on n'a aucune garantie de repartir avec la même solidité et la même efficacité qu'en fin 2024. Donc, on doit surtout, nous, faire une bonne performance si on veut embêter Bordeaux samedi soir. Vous avez un ancien Bordelais, Michael Nilor, qui est chez vous. Ouais, je crois qu'il y en a même deux autres. Oui. Il y a Kenny Mavouba qui a dû passer en jeune aussi. Et puis, je me demande si Nicolas Hervy n'a pas dû passer en jeune aussi chez vous. Mais celui qui a fait le plus de temps, effectivement, c'est Michael Nilor, oui. Ouais. Il sera là ce samedi ? J'espère qu'il sera là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter, avant qu'on vous libère, le projet du Stade Poitvin ? C'est quoi votre projet au club ? Quelle est l'idée dans votre club ? Alors, sachant juste un truc, c'est que ça faisait 20 ans qu'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment qu'ils naviguaient dans les divisions inférieures. Oui. C'est ça. Donc, du coup, l'an passé, on a réussi à accéder au championnat. Donc, l'objectif, il est avant tout de se structurer de façon globale. Le projet du club pour qu'un club comme Poitiers existe dans les championnats nationaux et puis puisse ensuite essayer de voir plus haut. Faut absolument qu'il s'appuie sur sa formation, parce que on n'a pas le budget des Girondins de Bordeaux. Même si j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure, je trouve ça un peu aberrant là, que vous me disiez qu'il faut un chèque de 600 000 € pour finir la saison, mais qu'il y a un attaquant qui a été recruté à 10 000 € par mois. J'ai pas un dixième du budget, c'est pas mal, hein. Ouais, j'ai pas trop compris, mais enfin bon, on a assez profité là. C'est ce qu'on a lu. Donc, on comprend pas non plus, Luc. Donc, du coup, tout ça pour dire que nous, on va être obligé de former des joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par Poitiers en formation et qui ont ensuite retrouvé des centres de formation, des clubs professionnels. Donc nous, l'objectif, ce serait ces jeunes-là aient envie de continuer à jouer à Poitiers et qu'on s'appuie sur un travail de formation qui puisse nous permettre d'avoir un effectif compétitif au niveau national et qu'on n'ait pas forcément des sommes d'argent aussi importantes à débourser pour faire venir des joueurs, parce que sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit quelque chose que le club puisse encaisser en fait. Vous avez combien de joueurs, vous, pour 10 000 € par mois? Aujourd'hui, quasiment le même nombre de points. Hein. On a quasiment le même nombre de points, donc pour voir un petit peu combien il fallait. Luc le calcul, je pense qu'on en aurait bien 4 ou 5, quoi. Hein. Oui. Vous avez combien de contrats fédéraux dans votre club?
Là, je vais vous dire alors, je suis 1, 2, 3. Je crois qu'on est à 3 ou 4, je sais plus, parce que c'est des mi-temps, mais 3 ou 4, ouais. Et vous avez des joueurs qui travaillent ou qui font des formations et vous entraînez le soir, le matin? Comment Oui, ça se passe? non, on s'entraîne. Alors, j'ai des joueurs qui travaillent, j'ai des joueurs qui sont en formation. J'en ai un qui est kiné, j'en ai un qui est coiffeur. Donc, ils sont organisés dans leur vie personnelle pour pouvoir être là sur les séances d'entraînement. Donc, on s'entraîne le soir, le lundi, le jeudi et le vendredi, et on s'entraîne le mardi matin et le mercredi matin. D'accord, très bien. Qu'il est dans l'effectif, c'est pas bête quand même. C'est bien, hein. Non, mais non, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille les temps sur lesquels il est au stade. Bon, merci. Et on avait une question juste avant quand vous intégrez. On se demandait, c'était sur le chat, il posait la question, est-ce que, puisqu'à Bordeaux, il y a des contrats fédéraux qui sont signés, même dans d'autres clubs, sur plusieurs saisons, est-ce que ça arrive que des clubs payent une indemnité à un club de National 2, National 3 pour libérer un joueur? Ça arrive? Ce sont des choses qui arrivent? Non, je pense pas, non. Je pense pas. Oh, redites le truc, là, j'ai pas trop compris. Oui. Je veux dire, est-ce qu'un club... qu'un club paye un joueur qui a un contrat fédéral sur 2 saisons et il veut partir au bout de 6 mois. Est-ce que il n'y a pas d'indemnité qui sont versées de club à club à ce niveau-là? Non, alors je suis pas au point sur ces règlements-là, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert pour des contrats fédéraux. Il y a les frais liés à la formation qui vont être rétribués, mais il n'y a pas on peut pas acheter un joueur en contrat fédéral. Ouais, d'accord. Bon, on se posait la question. Hein. On peut, en N1, on peut ou pas? En N1, c'est des contrats professionnels, donc c'est différent. Oui, ok. Et c'est pour ça qu'ils veulent créer la Ligue 3 parce qu'en N1, tu as des contrats pro et tu en as qui ont des contrats fédéraux. Hein. Donc, tu as deux types de clubs qui existent. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent créer une Ligue 3. Bah, je pense que la Ligue 3, c'est aussi pour uniformiser le mode de fonctionnement de championnat, puisque les équipes descendent de Ligue 2 et ont des statuts professionnels. Il y en a à qui, en plus, ils ont attribué le statut professionnel de façon un petit peu plus longue quand il y a eu le Covid, il y avait des petites excuses, alors qu'au départ, ça devait être 1 ou 2 ans, je crois. Donc, du coup, là où c'est plus dommage, là où ça peut être intéressant pour moi, c'est surtout pour les centres de formation, puisque ça permettra aux clubs de Ligue 3, de pouvoir avoir un centre de formation et qu'il y ait plus de gamins qui soient formés, c'est pas plus mal. Très bien. Bon, c'était super intéressant, Luc. Je crois que vous posiez des questions tout à l'heure là par rapport aux places dans le stade. Ah oui. Il reste des places à vendre. Après, en parkage, alors ça, je sais pas du tout. Les parkages, en plus, c'est plus la préfecture qui a donné le nombre de personnes de Bordeaux dans les 2 parkages qui vont être mis en place. Mais autour du stade et dans la tribune principale, je crois qu'il reste des places. Et pour répondre à la question sur la tribune qui est en face, elle est interdite au public puisqu'il y a eu des problèmes dessus en termes de stabilité. D'accord. Voilà. Bon, super, Luc. Donc, les supporters bordelais ou du Stade Poitvin, si vous voulez aller voir ce match, c'est samedi à 18h. Donc, alors j'avais noté, c'est le Stade Amand. C'est une commune limitrophe de Poitiers, hein, mais ça touche quasiment, je crois. Poitiers. À côté. C'est juste à côté. Voilà. Bon, et messieurs. Petite question classique qu'on pose habituellement à tous coachs et présidents qui viennent nous voir. Est-ce que vous savez si notre diffuseur TV7 pourra venir filmer le match, ou vous en avez un de diffuseur peut-être qui diffuse les matchs pour qu'on puisse le voir? Alors, on n'a pas de diffuseur, on a juste notre caméra technique pour enregistrer le match pour nous. Il n'y a pas de diffuseur et je sais pas, je crois après avoir regardé votre match samedi soir, là, le commentateur a annoncé qu'il serait à Poitiers ce week-end, donc je pense que ça va être retransmis à Poitiers, je crois. J'ai pas l'information. Exactement. Non, oui, mais exactement. Je pense qu'il est retransmis aussi. Là, je pense qu'il n'y a pas de souci régional. Hein. Je pense que cette fois-ci, c'est un peu plus simple que les autres fois, je pense. Nico, oui. Juste une petite dernière question. Tu peux montrer le classement, s'il te plaît, rapidement? Oui. Alors, je vais montrer le classement. Hop, voilà. Un match en retard, Poitiers, ça pourrait faire 25 points. Donc, du coup, 4e. Oui. Alors, juste, monsieur Davaillon, pour vous, entre Saint-Malo, Bordeaux, Saint-Privé et Poitiers, le favori pour la montée, c'est qui? Le favori, le favori aujourd'hui, il est simple. Ouais. C'est Saint-Malo qui a 5 points d'avance, c'était forcément ce favori. Et puis surtout, quand on voit les performances qu'ils ont réussi, parce que c'est quand même compliqué d'être invaincu dans cette poule-là.
jusqu'à ce week-end. C'était quand même compliqué, donc c'est une grosse performance qu'ils ont fait. Après, est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu tôt ce week-end et donné de l'espoir aux autres équipes, hein? Je ne nous considère pas forcément dans ces équipes-là aujourd'hui. Nous, on veut vraiment assurer notre maintien et c'est toujours pas de la langue de bois. On a les moyens que l'on a, donc du coup, on veut pas. Bien sûr qu'on jouera nous tous les matchs pour les gagner, donc on verra bien, mais je pense pas qu'on fasse partie des favoris pour accrocher Saint-Malo. Mais malgré tout, Saint-Malo a peut-être perdu un peu tôt et vous a donné de l'espoir, a peut-être donné de l'espoir à d'autres équipes. Et même si aujourd'hui Saint-Malo est l'équipe la plus solide que l'on ait rencontrée, il faut pas trembler parce que tout le monde est capable de battre tout le monde dans cette poule. Ça, j'en suis convaincu. Eh bien, merci de votre passage dans notre émission. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne préparation et bon match à vous pour samedi. Bonne fin de À samedi.